Imaginez, une infection virale qui s'installe. C'est un peu comme si un crime silencieux était commis à l'intérieur de notre propre corps. Le coupable, il est invisible, redoublement efficace. Pour les médecins et les biologistes, c'est le début d'une véritable enquête. Bienvenue dans ce décryptage du diagnostic en virologie. Alors la grande question, c'est bien celle-ci. Comment fait-on pour trouver la preuve d'un envahisseur qui est des milliers de fois plus petit qu'un grain de sable ? Un agent qui, en plus, a la mauvaise habitude de se cacher à l'intérieur même de nos cellules. C'est tout le défi que l'on va explorer ensemble. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre qui est notre suspect. Un virus, c'est ce qu'on appelle un parasite intracellulaire obligatoire. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est incapable de vivre ou de se multiplier tout seul. Il a absolument besoin de pirater la machinerie de nos cellules pour pouvoir survivre et se copier. Et c'est justement ça qui le rend si difficile à repérer. Ils se font complètement dans le décor. Pour démasquer ce pirate, on a globalement deux grandes stratégies. La première, c'est la recherche directe. L'objectif est simple, on veut trouver le virus lui-même sur la scène du crime. C'est vraiment l'approche la plus frontale. C'est l'équivalent de surprendre le cambrioleur en flagrant délit. Ici, on ne cherche pas des indices laissés derrière, non, on cherche le coupable. On va donc essayer de trouver soit le virus entier, soit des fragments de ses protéines, ou même son code génétique. Pour mener cette recherche, les biologistes ont une véritable boîte à outils de détective à leur disposition. Chaque outil a ses forces, ses faiblesses, ses spécificités. Alors passons-les en vue. Le premier outil, c'est un peu le poids lourd du laboratoire, la microscopie électronique. C'est le seul outil assez puissant pour nous permettre de voir, littéralement, voir les particules virales. C'est une preuve visuelle, irréfutable. Mais voilà, c'est un équipement qui coûte une fortune, qui est complexe à utiliser, donc on le réserve à des cas très particuliers. Ce n'est pas du tout un test de routine. Une autre technique, c'est de cultiver les preuves. On prend un échantillon prélevé chez le patient et on l'introduit dans des cultures de cellules en laboratoire. Si le virus est là, il va infecter ces cellules et se multiplier. L'avantage, c'est que c'est très sensible et surtout, ça nous donne une souche du virus vivante qu'on peut ensuite étudier pour la recherche ou pour développer des vaccins. Le gros inconvénient, c'est lent. Parfois, ça prend des semaines. Et puis, certains virus sont un peu capricieux et refusent tout simplement de pousser en labo. Bon, si on ne peut pas toujours voir le virus ni le faire pousser, on peut chercher ses empreintes. C'est là qu'intervient la détection d'antigènes. Un antigène, qu'est-ce que c'est ? C'est une protéine qui se trouve à la surface du virus. C'est un peu comme sa carte d'identité moléculaire, son empreinte digitale, qui est absolument unique pour chaque virus. Pour trouver ces antigènes, la technique la plus répandue, c'est le test ELISA. Alors comment ça marche ? Imaginez une sorte de sandwich moléculaire. Au fond d'une plaque, on a fixé des anticorps qui agissent comme des pièges spécifiques à notre virus. On ajoute l'échantillon. Si l'antigène du virus est présent, hop, il se fait attraper. Ensuite, on ajoute un deuxième anticorps qui vient se fixer par-dessus, pour compléter le sandwich. Ce deuxième anticorps, il a une petite enzyme accrochée à lui. Quand on ajoute un produit, cette enzyme va provoquer un changement de couleur. S'il y a une coloration, ça veut dire que le virus est présent. C'est simple et surtout, c'est rapide. Et puis, il y a l'arme de destruction massive de la biologie moléculaire, la PCR. Si chercher un antigène, c'est comme chercher une empreinte digitale, la PCR, c'est comme trouver un seul cheveu du coupable sur la scène de crime et le photocopier des milliards de fois jusqu'à en faire une pile de papier aussi haute qu'un immeuble. Tout se passe dans une machine qui va jouer au yo-yo avec la température. Première étape, on chauffe fort à 94 degrés. Ça sert à séparer les deux brins de l'ADN du virus. Deuxième étape, on refroidit. Ça permet à de petits morceaux d'ADN qu'on appelle des amorces et qui sont spécifiques du virus qu'on cherche de venir s'accrocher. Troisième étape, on remonte un peu la température à 72 degrés. C'est la température parfaite pour qu'une enzyme vienne recopier le brin. Et voilà, à la fin du cycle, on a doublé la quantité d'ADN viral. Et là où ça devient complètement fou, c'est qu'on ne fait pas ce cycle une seule fois, mais 30, 40 fois de suite. Et comme ça double à chaque fois, la croissance est exponentielle. Tenez-vous bien, en partant d'une seule et unique copie du génome viral, on arrive à plus d'1 milliard de copies en quelques heures à peine. C'est ça qui rend cette technique incroyablement sensible. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe si le coupable a déjà quitté la scène du crime ? Le virus a disparu, mais il a laissé des traces. On passe alors à la deuxième grande stratégie, la recherche indirecte. Cette fois, on ne cherche plus le virus, on va plutôt interroger les témoins du combat qui a eu lieu entre le virus et notre système immunitaire. Cette stratégie, elle repose sur un principe fondamental. Notre corps a une mémoire. Quand on rencontre un virus, notre système immunitaire apprend à le reconnaître et il produit des soldats spécialisés pour le combattre. Et même après la bataille, certains de ces soldats restent en circulation, comme des sentinelles. Trouver ces sentinelles, c'est la preuve que la bataille a bien eu lieu. Ces soldats sentinelles, en biologie, on les appelle des anticorps.
Ce sont des protéines en forme de Y, ultra spécifiques, produites pour reconnaître et neutraliser un seul type de virus et aucun autre. Ce sont les témoins clés de notre enquête indirecte. Et la discipline qui consiste justement à chercher ces fameux anticorps dans le sang, ça s'appelle la sérologie. C'est une technique absolument centrale en diagnostic, surtout quand on veut savoir si une personne a déjà été infectée dans le passé. Et pour ça, on retrouve notre fameux test ELISA, mais dans sa version indirecte. Cette fois, sur la plaque, ce n'est pas le piège qu'on met, c'est l'APA, l'antigène du virus. On ajoute ensuite le sang du patient. S'il a des anticorps, ils vont reconnaître l'antigène et venir mordre à l'hameçon. Le reste, c'est le même principe. Un deuxième anticorps vient détecter la présence des premiers et provoque un changement de couleur. Bon, maintenant qu'on a vu nos deux grandes familles de tests, les directs et les indirects, il y a une question absolument cruciale qui se pose. Quand est-ce qu'on utilise l'un et quand est-ce qu'on utilise l'autre? Parce que tout, absolument tout, est une question de timing. Il faut bien comprendre la dynamique d'une infection. Au tout début, dans les premiers jours, le virus se multiplie à toute vitesse. La charge virale est très élevée. C'est le moment parfait pour les tests directs, comme la PCR. Pendant ce temps, les anticorps, ils sont quasiment absents. Le corps n'a pas encore eu le temps de les produire. Et puis, la réponse immunitaire se met en route. Le taux d'anticorps monte en flèche et en parallèle, la charge virale commence à diminuer. À ce stade-là, ce sont les tests indirects, la sérologie, qui deviennent les plus intéressants. Donc, le point à retenir, il est très simple. Les tests directs, comme la PCR ou les tests antigéniques, ils répondent à la question « est-ce que l'infection est active là, maintenant ?» Les tests indirects, la sérologie, eux, ils répondent à une question complètement différente. Est-ce qu'il y a eu une infection dans le passé et est-ce qu'une immunité s'est développée? En résumé, voilà la panoplie complète du parfait détective médical. La PCR, c'est notre outil de haute précision pour le diagnostic très précoce. Le test antigénique, c'est son cousin, plus rapide, pour le terrain. La culture virale, elle, reste indispensable pour la recherche. Et la sérologie, c'est notre machine à remonter le temps pour lire la mémoire du système immunitaire. C'est vraiment la bonne utilisation de ces outils au bon moment qui permet le meilleur diagnostic. Le diagnostic viral, ce n'est donc pas juste un résultat positif ou négatif, c'est une enquête, une vraie, avec ses outils, ses stratégies, sa chronologie. Maintenant, face à une feuille de résultats d'analyse, le mystère est levé. Le coupable, ses empreintes, les témoins, désormais les clés de cette fascinante enquête médicale sont entre vos mains